Laura, Laura, écoute, je te présente rapidos, tu as 32 ans, toi, tu es sur Paris, mais aussi un petit peu au Liban. Tu nous expliqueras que tu fais deux choses en parallèle, tu es notamment maître de conf au Liban, alors pour 20-30% dans l'année, il me semble, donc durant un trimestre. Donc, tu es sur Paris la plupart du temps et tu es d'origine libanaise, Laura. Le Liban, le C'est Liban, en magnifique, force. mais jamais en crise, surtout pas maintenant. Et ouais, un petit coucou à tous les Libanais hein, qui traversent peut-être une période un peu difficile. Et du coup, Laura, toi, tu as fait ta licence au Liban, c'est ça? Et puis après, tu es venue continuer tes études sur Strasbourg, à l'Université de Strasbourg. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé au doctorat? Pourquoi faire un doctorat? C'est vrai que la question, normalement, s'est posée dans ta tête, puisque maintenant, tu entreprends. Et en quoi, finalement, on en reparlera plus tard, hein, le doctorat aujourd'hui t'apporte beaucoup dans ton expérience en tant qu'entrepreneuse. Mais d'abord, parle-nous de ton master et puis du doctorat et ton financement notamment. Avec joie. C'est comme beaucoup de choses, j'ai l'impression que ça se passe par inadvertance. Et puis après coup, j'essaye de justifier, de rationaliser et d'avoir un branding cohérent et un storytelling qui fasse du sens. Mais à la base, j'ai fait des études de psychologie clinique et pendant une petite année, 11 mois environ, j'ai travaillé en clinique d'addictologie. C'était passionnant et tout aussi frustrant parce qu'on travaille avec des patients qui souffrent d'addiction et qui viennent avec des questionnements passionnants, des souffrances assez grandes. J'adore pondérer avec assez, mais de grandes souffrances. Et, euh, et personnellement, bon, j'étais jeune et j'avais déjà pas d'expérience et puis peu d'études dans mes bagages, mais j'avais vraiment l'impression d'être relativement impuissante et de ne pas faire assez par rapport à ces patients qui parfois me remerciaient pour ensuite faire une rechute et que je revoyais plus tard, quelques mois plus tard en clinique. Et le psychiatre avec qui je travaillais, qui s'appelle Ramzi Haddad, qui était à Beyrouth du coup, m'a vraiment poussé, en fait, pendant nos discussions informelles, m'a poussé un peu, presque, j'ai envie de dire, jeter dans les neurosciences en me disant, oui, mais on dirait que tu t'intéresses à tout ce qui est mécanisme biologique et neurobio qui sous-tendent tout ce qui est justement symptômes qu'on pouvait observer en clinique ensemble. Et du coup, j'ai vraiment, enfin, je m'orientais vers tout ce qui est neuropsychologie. Et puis vraiment, j'ai postulé à plusieurs endroits. Je me suis dit, le premier qui m'accepte, j'y vais. Et puis c'était Strasbourg. Et c'était, enfin, Hélène, justement, que connaît bien Strasbourg aussi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui ont fait un petit saut, ou bien qui sont passés par ou qui ont vécu à Strasbourg. Mais c'est une ville estudiantine déjà très agréable. Et puis où le master était particulièrement intéressant, beaucoup plus biomoléculaire que ce à quoi je m'attendais. Le premier semestre, j'ai vraiment galéré. Je comprenais même pas. Enfin, le professeur disait acétylcholine, je savais pas trop comment ça s'écrivait, donc j'étais vraiment à côté de la plaque. Et puis j'ai pensé en me disant, on m'a dit qu'il y avait des concours. J'ai un esprit compétition, même si je sais pas trop pourquoi, mais une compétition, je veux participer, je veux gagner. C'est ça, t'adores le challenge, toi, Laura. Hein, tu le dis même. Exactement. Après, je pense que pour beaucoup d'entre nous dans la recherche pour survivre, on est presque obligé d'aimer ça. Mais du coup, j'ai participé au concours doctoraux, j'ai eu ma bourse gouvernementale. Je faisais un stage de master chez Brigitte Kiefer, qui était à l'IGBMC, qui est vraiment très orientée biomoléculaire. J'ai commencé avec elle, essentiellement parce que c'est une femme brillante et littéralement, je veux dire, qui brille, donc qui donne envie. Moi, en tout cas, ça m'a séduit, j'ai eu envie de travailler avec elle. Après, je me suis rendu compte que ça faisait quand même un gros saut par rapport à mes premières amours, tout ce qui était plus clinique. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis par opportunité, par chance aussi, quelque part, Brigitte, donc ma directrice de thèse, a été nommée directrice d'un hôpital psychiatrique à McGill, donc à Montréal, celui-là même où j'ai rencontré Hélène justement. Elle m'a proposé avec quelques personnes de son labo de venir avec elle. Au début, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si certaines d'entre vous s'intéressent à tout ce qui est co-tutelle. C'est vraiment la galère, surtout quand c'est des co-tutelles entre pays, interpays, parce qu'au final, il y a très peu de process qui sont déjà définis. Donc, tout est inventé. On est parti de oui, on va faire une thèse à Strasbourg, mais je suis physiquement à Montréal. Puis, allez, on fait une co-tutelle, puis on fait un double doctorat. Et ça m'a marché parce que ça m'a permis d'étayer quelques problématiques. Mais au final, j'ai travaillé essentiellement sur l'addiction de manière très générale, mais plus précisément sur un type de récepteur, les récepteurs mu, et sur leur implication dans tout ce qui est récompense et aversion.
Donc, c'était vraiment un bon mélange de moléculaire, de génétique, mais de comportemental, de cognitif et un peu un retour à mes premières amours. Donc, si j'ai bien compris, Laura, tu as fait une co-tutelle, tu as fait une thèse à Strasbourg qui a duré 3-4 ans. Enfin, dans l'ensemble, la co-tutelle a duré 3-4 ans. Une partie à Strasbourg et une partie donc, à Montréal, c'est ça? Et donc, finalement, c'est sur une partie un peu plus biomoléculaire à Strasbourg et à Montréal, c'était plus de la clinique neurosciences, c'était ton premier amour finalement. Donc, tu as soutenu 2 fois, tu as C'est tout à 2 fait ça. doctorats, c'est ça, si on peut dire ça Un comme ça? double, je pense que c'est plutôt un double doctorat parce qu'honnêtement, c'était la même, enfin, c'était vraiment un même, je l'ai fait en 4 ans à peu près. Ouais. C'était un même grand sujet qui a été réparti pour des questions administratives qui m'arrangeaient. Donc, c'était aussi ce côté, justement, comme on en parlait, Asia, toi et moi, avant cet appel, avant cet échange. C'est vraiment ce côté où, au final, dans la recherche, et surtout aujourd'hui, il faut entreprendre. Il faut entreprendre, c'est pas dans le sens monter des boîtes, mais dans le sens prendre de l'avant et décider de ce qu'on veut faire et comment braver un peu les interdits et aller hors des sentiers battus. Bon, c'est un peu cheesy, mais Exactement. Donc, même si cette co-tutelle, tu dis que ça a été un peu le bazar, c'était un peu compliqué, au final, tu as quand même saisi l'opportunité de partir au Canada et de faire finalement un autre doctorat, en quelque sorte, un double doctorat pour rejoindre ce que tu aimes le plus, qui est finalement le côté clinique de la neuroscience, si j'ai bien compris, ton ça fait premier amour. zéro regret, zéro, mais vraiment absolument zéro regret. C'était une super expérience. Clairement, ça m'a fermé des portes, ça m'en a ouvert d'autres. Donc, Ouais. voilà. Tu as saisi l'opportunité. Et il me semble que tu m'avais dit que justement, à Montréal, tu avais eu des projets sur lesquels tu as pu entreprendre, tu as vécu des choses vraiment extraordinaires, justement, et qui a ranimé en toi la flamme de l'entrepreneuse. Tu peux nous raconter sur Ouais, quel projet? Du symposium, il me semble. tout à fait, le Neurosymposium, qui vient de se terminer d'ailleurs. C'était il y a quelques jours, c'est le 18-19 ou le 17-18 juin, Ah, 17 d'accord. juin plutôt, si je ne me Ah trompe oui, pas. D'ailleurs, on a pitché Saïdi on a pitché le génial. projet dont je parlerai tout à l'heure pendant le Neurosymposium, ce qui est génial. Donc, on a monté, effectivement, j'étais présidente pour le temps d'un mandat de l'association des docteurs et des graduate students de McGill. Et du coup, ce qui est cool par rapport aux assos françaises, et j'espère qu'on aura la possibilité de faire ça en France aussi bientôt, c'est qu'il y a vraiment un côté, il y a plus de budget, il y a plus l'école, les universités poussent vraiment à monter de beaux projets cohérents et sustainable et viables dans le temps. Et du coup, on a monté un projet, j'ai monté avec quatre autres étudiants à l'époque, un projet qui s'appelle le Neurosymposium, qui rassemble tous les gens qui travaillent sur le cerveau, donc un peu dans des domaines divers et variés, neurosciences forcément, médecine. Hélène d'ailleurs est médecine. Hélène, je vais arrêter de parler de toi, promis, après ça. Bon, pas mal de gens aussi en bio, en tout ce qui est plus computationnel, informatique, en philo, bref, donc, tous Génial. ces c'est belle, vraiment un cocktail super cool pour parler cerveau. Et ça a bien marché, ça a bien pris. On a fait des formats sympathiques, on s'est amusé à imaginer des formats. Et aujourd'hui, c'est up and running avec une équipe de tenaires, plus nous, mais où on est toujours là à s'assurer que ça fonctionne bien de loin ou de près en fonction des personnes. Donc voilà. Finalement, c'était une belle expérience où tu as quelque part entrepris, où tu as appris plein de choses, où tu as cherché les sponsors, où tu as cherché, tu as géré un budget. C'était très formateur pour toi, finalement, cette expérience-là que tu as eue. Tout à fait, tout à fait. Ça a confirmé enfin, tout ce désir d'entreprendre autrement qu'en entreprenant ma petite carrière, mais d'essayer d'avoir un impact plus rapide aussi que celui de la recherche, parce que la recherche, je pense que beaucoup d'entre nous, on rentre en mode, on veut faire de l'impact, on veut, avec souvent de belles valeurs, on veut faire un monde meilleur, améliorer cette petite planète. Et puis, on se rend Ouais. compte que bon, la petite pierre que potentiellement on placera, la micro-brique qui potentiellement participera à construire quelque chose de plus grand, met du temps à arriver, même cette micro-brique. Donc, ça fait du bien en parallèle de fonctionner à double vitesse et d'avoir des projets peut-être plus rapides en même temps. En tout cas, pour des gens comme moi qui ont besoin de sentir de manière palpable leur impact. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, tu as quand même vécu un doctorat. Tu étais contente quand même de ton expérience de doctorat. Tu as soutenu ta thèse en 2017. Enfin, je sais, en co-tutelle, du coup. Et est-ce que tu savais ou tu avais anticipé de ce que tu voulais faire? Encore une fois, est-ce que vraiment tu savais que tu voulais fonder ta boîte après ta soutenance? C'était clair dans ta tête à ce moment-là? Oui, franchement, oui et non. Je savais que je voulais monter absolument quelque chose dans les 5-10 ans après ma soutenance. D'accord. Je laissais un peu
j'adore, enfin, je suis généralement assez proactive, mais j'apprends notamment de ma sœur, de ma compagne aussi, de ma mère, beaucoup de personnes, à laisser les choses venir vers moi. Et c'est quelque chose que je fais malgré moi, mais que j'essaie d'apprendre. Et au final, ça s'est un peu fait naturellement. Donc, après ma soutenance, j'ai quand même fait ce que beaucoup de jeunes docteurs font, c'est c'est aller postuler à des postdocs un peu partout. J'ai eu la chance, quelque part, de ne pas être prise à mon premier choix, d'être prise à mon deuxième et mon troisième choix. Et du coup, le fait que, enfin, c'est plus que ça, vraiment, ça traînait, que j'en avais marre d'attendre, parce qu'en plus, je suis impatiente. Du coup, j'ai décidé de faire autre chose. Je suis entrée à Beyrouth assez vite, quelques mois après ma soutenance, avec les espèces de micro-postdocs qu'on fait toutes. D'accord. Laura, attention, avant que tu me dises ce que tu as fait à Beyrouth, dis-nous combien elle a duré cette période de recherche d'emploi, parce que c'est important. Tu dis que tu es impatiente, mais ça a duré combien de temps, concrètement? Donc, je suis rentrée en fait à Beyrouth à peu près quelques mois après ma soutenance et j'ai directement eu un poste de maître de conférence. Ah ben ouais. Déjà parce que c'est Beyrouth, on a plus facilement des postes ici. Mais honnêtement, j'ai aussi eu beaucoup de chance parce qu'au final, il n'y a pas tant de postes que ça non plus dans les deux bonnes universités, les deux, trois bonnes universités du pays. Et ils avaient vraiment, je suis retournée à mon alma mater où j'avais fait de la psychoclinique, donc le département de psycho, et ils cherchaient quelqu'un. Enfin, j'aurais proposé un projet où, justement, petit à petit, sur à peu près 10 ans, on montrait un diplôme d'abord et potentiellement un département de neurosciences. Et ça a plu, c'est quelque chose qui est tombé relativement dans leurs ambitions aussi. Et voilà, et j'ai été engagée. Enfin, on a négocié avec l'université, j'ai demandé à ce que ce soit du 50% pendant un moment, le temps de me donner justement la possibilité de faire autre chose, moi aussi, et de trouver ma voie. Je ne suis pas prête à n'être que maître de conférence, c'est pas très joliment dit, mais j'ai besoin de faire autre chose aussi. C'est hyper intéressant. Je monte un projet de recherche, effectivement. Je peux t'en parler si tu veux. Oui, bien sûr, vas-y. Du coup, je monte un projet de recherche sur les processus décisionnels parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un moment et que depuis, donc, je te disais, j'ai eu un poste de maître de conférence en 2018 et puis quelques mois plus tard, j'ai eu un poste de consultante dans une ESN, donc dans une boîte qui fait de la transformation numérique à Paris. Donc, le siège est à Paris, j'ai fait un peu Bordeaux et puis Paris. Et Bordeaux pour les canets, on a tous compris, toutes compris. Et puis de manière générale, c'est juste trop, enfin, c'est super joli, et puis c'est tellement bon là-bas, on mange vraiment bien. Et du coup, j'ai passé un peu de temps entre Bordeaux et Paris, et j'ai travaillé dans cette boîte donc, qui s'appelle OnePoint, et on a monté un projet entre OnePoint et l'USJ, l'Université Saint-Joseph, où j'ai eu mon poste de maître de conf. D'accord. Et c'était un projet justement qui alliait recherche fondamentale et R&D avec application plus rapide. On a monté une application mobile sur les processus décisionnels qui s'appelle iDecide. Ça s'est très bien passé. C'est un projet qui, là aussi, c'était une façon, j'ai fait de l'entrepreneuriat au final, c'était une façon de chapeauter un projet, de gérer un budget, de gérer des KPIs et des metrics. C'est une façon de vraiment de foncer et d'arriver à des objectifs relativement rapidement parce que c'est que j'imagine qu'on entend tous de plus en plus ce phénomène d'agilité par itération avec vraiment des cycles beaucoup plus courts que dans la recherche où toutes les semaines il faut fournir, tous les mois il faut produire, etc. Et ça m'a encore plus donné envie de monter ma propre boîte. Mais voilà, du coup, j'ai travaillé sur les processus décisionnels dans l'incertitude. J'ai profité du contexte beyroutain. On disait c'est Beyrouth. Un des avantages, c'est que malheureusement, c'est complètement incertain. Des crises, on en a à l'appel. Et on les ramasse à l'appel, on en a partout. Du coup, l'idée, c'était de profiter du contexte, d'étudier un peu les personnes relativement saines qui n'ont pas de diagnostic, qui n'ont pas de PTSD, qui n'ont pas de dépression, mais qui, au final, vont avoir leur capacité cognitive et exécutive, notamment décisionnelle atteinte. Et en parallèle, comparer à des gens qui sont diagnostiqués de pathologies qu'on retrouve en temps de crise et dans des contextes de conflit. C'est ça, on sent la neuroscience, Laura Joy. Je ne sais pas s'il y a des doctorants avec nous, des docteurs qui sont en neurosciences, ils vont bien te comprendre, forcément, ils vont te suivre là-dessus. Donc, processus décisionnel, moi, je vois avant tout que tu as su prendre des décisions dans ta carrière, à savoir d'abord accepter ce poste de maître de conf, mais en disant, attention, je veux que du 50% parce que tu es quelqu'un qui aime faire plein de choses en même temps. C'est ça, en fait, tu ne peux pas te contenter d'une chose. Et après, tu es allé chercher à Bordeaux, à Paris, tu t'es pas arrêté. En fait, tu bouillonnes dans ta tête,
Laura. C'est ça, en fait. Tu te cherches et tu bouillonnes et en même temps, tu entreprends. Tout ce que tu fais, en fait, tu entreprends sans arrêt. Parce que j'explique juste un truc. Toi, Laura, tu n'as pas fait de formation pour entreprendre. Tu n'as pas fait une école, tu n'as pas fait je ne sais quoi. Tu as appris toujours sur le tas, en fait. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. Et comme tu dis, donc, quand j'étais à OnePoint, c'est une boîte que j'ai quittée récemment parce que j'avais envie de faire plus de choses, comme tu dis, que ça prend beaucoup de temps au final d'être consultante. Mais à OnePoint, j'ai commencé à monter, et quelqu'un prend la relève maintenant, un pôle entrepreneuriat, dont un des buts est de monter des projets intrapreneuriaux et d'accompagner des projets entrepreneuriaux. Et un autre but, c'est justement d'ajouter cette couche, d'acculturer en gros les OnePointiens et les Français de manière plus globale à tout ce qui est entrepreneuriat, au fait même à la fibre entrepreneuriale et au fait même d'entreprendre. Après, je reste foncièrement convaincue qu'entreprendre, c'est pas non plus fait pour tout le monde. Il faut pas se leurrer. Je pense que to a certain extent, il faut entreprendre sa propre vie parce que ça nous appartient de se prendre en main et de justement d'aller de l'avant soi-même. Après, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut tous qu'on monte des boîtes, qu'il faut toutes, désolée. Voilà, c'est oui et non. Et pour moi, oui, s'il y a quelqu'un qui a envie d'apprendre à entreprendre, c'est complètement possible. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout qu'on apprenne à entreprendre parce que voilà, si c'est aller contre sa nature, ça ne vaut pas forcément la peine. Tu as tellement d'autres choses à faire aussi dans cette petite vie. C'est très intéressant ce que tu dis, Laura, par rapport au fait d'entreprendre. Et justement, tu m'avais parlé un petit peu de toi et tu me disais que depuis toute petite, en fait, finalement, tu avais cette idée-là de créer ta propre... Enfin, tu avais une personnalité qui fait que tu avais ce leadership, tu avais envie à chaque fois de créer, d'entreprendre, de prendre les choses en main. Enfin, je sais pas, tu avais cette personnalité, tu l'as sentie, tu m'avais dit, Laura. J'avoue, j'essaye de le faire sans justement le mot leadership. Et j'étais dans une école américaine justement, et on choisissait donc les administrateurs, enfin les directeurs de l'école, etc. choisissaient des étudiants et des élèves et disaient voilà, ça c'est un leader, ça c'est une leader. De manière générale, j'aime pas trop. C'est pas ça que j'aime de ce côté leader, parce que je trouve que c'est brandé de manière injuste, parce que ça donne l'impression que les leaders sont potentiellement mieux, alors que absolument pas. C'est des gens qui vont prendre des responsabilités, qui ont envie d'eux, mais qui ont le revers de la médaille. Personnellement, j'ai le grand problème de ne pas bien accepter les hiérarchies. Et c'est clairement un défaut. C'est absolument pas une qualité. Et comme tu disais aussi, quelque part, je m'éparpille et je fais un effort pour m'asseoir et me dire, OK, mais au final, il faut un fil directeur, il faut faire un lien entre mon poste de maître de conf, mon poste de consultante. On va monter un projet ensemble. Parfois, ça marche, parfois ça casse aussi. Mais c'est vrai que depuis très jeune, j'ai tendance à être meneuse, entre guillemets, et à vouloir avoir des idées, avoir les exécuter très vite. Quand j'étais dans l'embouteillage de Beyrouth à 7-8 ans, je me rappelle, j'avais dessiné une voiture volante et j'avais essayé d'imaginer une voiture qui vole, juste qui plane un tout petit peu quelques mètres au-dessus de ces embouteillages. J'avais proposé à mon père et à ma mère d'investir, ça leur avait pas trop plu. Ils n'étaient pas sûrs d'y aller, hein, de voir. Enfin, bref. Non, mais tu disais, Laura, on ne peut pas tous entreprendre, mais tu nous as laissé un peu sur notre faim. Pour toi, quelle est la compétence majeure pour toi, pour que quelqu'un il se dise, ouais, carrément, moi, je suis fait pour ça, pour entreprendre, pour créer ma propre boîte. Est-ce que tu penses qu'il y a des compétences vraiment majeures là-dessus? On entend beaucoup parler, je ne sais pas si c'est un terme qui vient de plus en plus en recherche aussi, de soft skills et de ces facultés qui ne sont pas forcément où c'est difficile de mettre des mots finalement, et où les IA aussi, les algorithmes ont du mal à comprendre justement comment ça fonctionne. Je dirais que c'est beaucoup de choses, et que c'est un feeling au final, c'est un désir de constamment faire des choses malgré. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le malgré surtout. C'est le fait que clairement, en entreprenant, on sait que ça va être beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité, qu'il y aura peut-être pas d'argent qui va rentrer à un moment ou à un autre, qu'il y a de grosses chances, même si on fait tout pour que ça marche, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Et c'est donc une tolérance au risque qu'il faut accepter. Tolérance, c'est maigre. Il faut aimer le risque. Il faut être nourri par l'adrénaline bon, je suis en train de risquer quelque chose de grand, ça risque de pas marcher, et je vais peut-être me retrouver dans un appartement plus petit sans pouvoir sortir pendant je sais pas combien. Il faut vraiment avoir envie de risquer, en fait. Je dirais que c'est surtout ça. Après, tout le reste, ça se forme. Mais ce goût pour le risque,
que j'utilise d'ailleurs dans les processus décisionnels dans l'incertitude. Je pense que ça doit être quelque chose qui est là parce que sinon, forcément, on risque énormément et on perd souvent quand on entreprend, malheureusement. Bon, ben vraiment, je retiens le goût du risque. Il ne faut Ouais, pas avoir peur du risque, il faut que le risque soit ton ami et tu y vas, tu fonces, tu voilà. l'embrasses et tu vois ce qui se passe après, s'il y a une relation qui se crée ou pas. Mais c'est très beau ce que tu dis, Laura, et on sent la neuroscience qui ressort encore hein, quand tu nous parles de risque. Processus J'allais dire, décisionnel, Asia, plein de choses. j'allais dire, Ouais. après avoir discuté un peu avec toi, j'ai l'impression que toi aussi, tu acceptes beaucoup de risques et tu Moi, fonces et tu j'adore. donc, Ah ben moi, je te tiens par la main, hein, Laura. Moi, je vais avec toi. Mais c'est vrai que moi, j'adore enfin, j'adore le challenge. Moi, je préfère utiliser le terme de challenge pour le coup. Dès que je suis challengée, dès que j'ai un défi, dès qu'il y a un concours, enfin, je fonce. Je suis la première à dire, je suis là, hein, je suis là. J'y vais, j'adore ça. Mais après, c'est comme ça et c'est de nature. Je suis comme ça aussi depuis petite. Donc, je te comprends parfaitement. Quand tu racontes ton histoire, je me vois aussi quelque part. Après, est-ce que je vais entreprendre? C'est vrai qu'avec Delphine, on a monté cette histoire de Résalliance, cette chaîne YouTube. Et effectivement, on se pose des questions sur potentiellement créer une structure. Donc, c'est à suivre, Laura, à suivre. franchement, je pense que vous devez le faire. C'est tellement bien ce que vous faites. Enfin, Ah bah, moi, personnellement, j'adore et c'est trop chaud. je support. Super. Pour continuer avec ton histoire, Laura, donc effectivement, tu as ce 20% à Beyrouth en tant que maître de conf. Tu as été consultante aussi pour OnePoint. À un moment donné, il fallait faire un choix, créer ta propre boîte. À quel moment tu t'es dit, bon, il faut que j'arrête le consulting et j'ai envie, moi, de voler de mes propres ailes? Qu'est-ce qui c'est? Explique-nous un petit peu ce moment-là. Je parlais effectivement, je vous parlais de ce projet intrapreneurial I Decide que j'ai monté à OnePoint. Je l'ai monté, j'ai très vite rencontré le CTO, donc la personne qui s'est occupée qui a été lead data et tout, qui s'appelle Alexandre Mendes, qui est aussi docteur en neurosciences et qui est data scientist aujourd'hui à OnePoint et qui est le cofondateur de SideApp, avec qui j'ai monté SideApp. Donc en fait, on a testé avec le support d'une structure plus grande qui est OnePoint de monter un projet ensemble. On a vraiment testé cette expérience-là. Ça nous a plu. Une partie d'IDside, au final, reprenait. Enfin, c'était vraiment, ça nous a permis de voir ce qu'on savait faire, ce qu'on ne savait pas faire, de se répartir les tâches avant même de monter la boîte. Et puis, on a discuté un peu ensemble de plusieurs projets et on s'est lancé sur celui-là qui, bon, on va pas se leurrer, qui surfe beaucoup sur la vague Covid, sur la vague pandémique, sur le fait que d'un côté, on a un besoin qui n'est pas complètement, enfin, un besoin côté patient de mieux comprendre leur santé, de mieux comprendre, d'avoir des réponses à leur pathologie, à leur maladie, à leurs symptômes. D'un autre côté, on a un corps soignant, on a des médecins, un personnel médical qui parfois soit est saturé, en tout cas n'a pas forcément le temps, et puis parfois n'a même pas même les connaissances pour répondre aux inquiétudes des patients, des patientes. Et du coup, l'idée, c'était vraiment… Et puis, à côté de ça, en plus, on a des chercheurs, on a des chercheuses, on a tout ce beau monde qui sait beaucoup de choses, qui est peu valorisé par rapport, sur tous les plans du terme, par rapport à tout ce qu'ils, elles, font comme études et accumulent comme expérience. Et l'idée, c'était un peu de réussir à inclure les chercheurs, les chercheuses dans ce parcours de soins classique via une plateforme qui rend les recherches, nos recherches dans le secteur santé accessibles à tout le monde. Donc, accessible à tout le monde, c'est vraiment tout le monde, mais comme il y a d'autres plateformes qui font de plus en plus cette communication scientifique, on avait quand même on essaie quand même de creuser précisément le créneau de accessible précisément aux patients, aux patientes inquiets et inquiètes, qui ont besoin de plus d'informations, qui ne trouvent pas toutes leurs réponses auprès de médecins et qui cherchent un peu sur des forums patients, assos patients, un peu chez des médecins, dans leurs hôpitaux, dans des cliniques qui se fatiguent parce que ça coûte de répondre à ces demandes, en plus de ne pas avoir de réponse complète. Bref, réussir à mettre ces chercheurs au milieu. Et on fait ça avec deux volets. Donc, on a deux volets à SideApp. D'un côté, on rend accessible des articles scientifiques déjà publiés dans des journaux académiques. Donc, on demande aux auteurs de ces articles ou à des gens qui travaillent sur une problématique très similaire de les réécrire et de nous soumettre un résumé scientifique, mais ouvert, enfin, accessible à tout public et écrit, destiné précisément à des patients inquiets. Et puis le deuxième volet, c'est qu'on propose aussi à ces chercheurs, à ces chercheuses, de potentiellement être contactés par des patients, des patientes inquiets.
Et l'idée, donc au début, les premières missions sont gratuites. Sont gratuites dans le sens où on ne rémunère pas, on ne paye pas les chercheurs, les chercheuses. Donc il y a vraiment et je parle de missions articles. Donc vraiment, si aujourd'hui vous voulez, quelqu'un d'entre vous a envie de soumettre un papier, leur propre papier, de le réécrire et de le soumettre sur notre plateforme pour le publier, vous le faites, vous ne payez rien, on ne vous paye rien. Mais au bout d'un moment, quand vous avez un nombre X d'articles, déjà, ça vous donne plus de visibilité sur la plateforme. Et puis, si un patient, une patiente nous contacte et nous disent, voilà, on est intéressé par tel type de cancer, on aimerait avoir des réponses à ça et ça, on regarde. Donc, Alexandre, mon cofondateur, qui est data scientist, a mis en place un algo super sympathique qui match les patients et les chercheurs et les chercheuses. Et du coup, on regarde dans notre base de données, dans notre réseau de chercheurs, et on fait un matching, on contacte le chercheur. Et là, pour le coup, c'est une mission payée. On demande aux chercheurs de parler 1 heure, 5 heures, X temps à des patients pour répondre à leurs inquiétudes. D'accord, j'ai bien compris, d'accord. Donc là, je comprends bien. Donc d'abord, il faut effectivement publier, puis ça permet de se faire connaître, comme tu dis, et après, en fonction des demandes, on peut tout à fait être mis en contact et avoir ce type de contrat, mais un petit peu, tu disais, être rémunéré sur certaines missions. Tout à fait. Et l'avantage aussi de ces papiers, au final, de ces articles de publication, c'est que ça nous permet de générer du contenu et du coup de s'assurer qu'on est en train de rendre un max de contenu accessible gratuitement à des patients. Et puis, ça nous permet aussi d'évaluer en quelque sorte. On a un comité éditorial qui nous aide à évaluer les capacités de communication scientifique précisément aux patients de chacun des chercheurs et des chercheuses. Ça ne veut pas dire que si ça ne rentre pas dans nos critères, on dit au revoir. Ça veut plutôt dire que si ça ne rentre pas dans nos critères, on propose des formations. Et du coup, un chercheur, une chercheuse qui a envie déjà d'arrondir les fins de mois, mais surtout de communiquer à des patients ses découvertes scientifiques, mais quelle que soit sa capacité ou non à communiquer, on se chargera de la suite, on se chargera des formations. Sachant que souvent, aux États-Unis, en Amérique du Nord et au Canada surtout, les formations sont aujourd'hui presque indispensables, sont obligatoires dans les universités. En France, c'est beaucoup moins le cas. Ça commence, mais on n'y est pas encore. Donc, l'idée, c'est potentiellement de fournir ce genre de formation. Donc là, Laura, c'est quand même à l'échelle internationale, toi, que tu vises. Hein. Tu ne focuses pas que la France. Donc, ce qui est rédigé est en anglais. Pour l'instant, on lance assez rapidement une version francophone aussi. Ça va bientôt arriver. Et du coup, pour ces chercheurs, quand tu dis chercheurs, ça englobe doctorants, post-doc, jeunes docteurs, ça englobe tout ça hein, quand tu dis chercheurs, Laura. On commence avec les doctorants. Et puis, une première année, on préfère deuxième, troisième année, mais même première année aujourd'hui. L'idée étant que potentiellement, première année, on dispense plus des formations avant de mettre en contact, parce que c'est quand même relativement jeune. Mais dès la troisième année, on met en contact on donne des missions, voire même on a même une personne qui est en deuxième année et qui juste sait beaucoup de choses. Et voilà. Et puis forcément des post-docs, des jeunes chercheurs. On a moins de chercheurs mûrs de 50 qui s'intéressent à la chose. Et ça nous arrange aussi quelque part parce que c'est une certaine flexibilité. C'est aussi un langage qui est plus facile à canaliser du coup. D'accord. Donc, un appel à tous les chercheurs, du doctorant presque en deuxième année versus post-doc ou jeune chercheur, ou jeune docteur. Si vous aimez la rédaction médicale, que vous écrivez bien en anglais, que vous débrouillez bien, la vulgarisation scientifique aussi, comment ça se passe? Ces personnes-là peuvent te contacter, créer un compte. Comment ça se passe, Laura, concrètement? Donc, option 1, me contacter. Je vais laisser l'email dans le chat. Option 2, donc me contacter sur LinkedIn aussi forcément. Option 2, c'est contacter SciDev directement. Je laisse aussi le site lui-même. Donc, hyper facile. Sur le site, il y a une partie dédiée aux auteurs potentiels. S'inscrire sur le site, puis soumettre un papier directement. En fait, dès qu'un papier est soumis, en fait, dès qu'un chercheur est inscrit sur la plateforme, elle rentre dans notre réseau. Et puis, un papier soumis, en gros, on a un système de points pour faire apparaître, donner plus de visibilité à ceux celles qui soumettent des papiers. Bon, c'est quand même une super opportunité pour
tous les participants qui nous écoutent. Et puis tu verras en replay, il y aura du monde aussi qui va nous écouter. Donc potentiellement, j'espère, il y aura une belle vague qui viendra vers toi, te bousculer, et puis qui emportera Saïdi loin. En tout cas, on te souhaite une très très bonne continuation. Juste pour remettre les choses en ordre chronologique, Laura, il me semble que donc tu disais que tu as profité du contexte de la crise Covid, etc., où tu as eu cette idée de dire, il y a quelque chose à faire centré patient. Et puis après, donc ça remonte à 1 an. Tu me disais qu'en mars, vraiment officiellement, il y a eu Side Deep, c'est ça? En mars de cette année. Et puis tu me disais que tu as une levée de fonds en automne. C'est ça, si je suis bien? C'est exactement ça. Je pense que tu as genre 100 sur 100. On prépare notre levée pour l'automne. Si à tout hasard, vous avez, quelqu'un sait un peu comment ça se passe ou bien envie de participer à une levée, c'est la partie la plus chiante. C'est un peu comme chercher des financements en recherche. D'accord, je vois. Mais je pense qu'il faut vraiment penser en mode carotte, quoi. Des sous, hein, pour lever. Après, moi, j'aime bien, honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, chercher des sous. J'ai toujours bien aimé. C'est peut-être dit plus joliment, avoir du capital. Et puis sinon, effectivement, l'idée même est venue pendant le confinement et en toute transparence, j'ai eu le International Rising Talent Award de L'Oréal UNESCO. Du coup, déjà, ouais, franchement, c'est cool. Bravo. Ça fait hyper dire, mais je le disais pour quelque chose en particulier. Du coup, ils incluent, donc si certaines parmi vous participent un jour, franchement, déjà, c'est une super fondation. Et aujourd'hui, en plus, il y a exactement 3 jours, le 29 juin, ils ont inauguré la plateforme Alumni avec un réseau de 3000 personnes, notamment la directrice de thèse Brigitte Kiefer. Donc, c'est vraiment cool parce que c'est du réseautage vraiment solide et intéressant. Et puis surtout, en fait, à part le prix et la visibilité, ils nous ont inclus dans tout un tas de conférences, notamment par une conférence qui est donnée par Shamir Hanel, qui est la directrice Nature Science de l'UNESCO, qui a donné une conférence début de l'année passée en parlant justement, en parlant des priorités de l'UNESCO dans les 3 ans à venir, en disant bien qu'une des choses, c'était tout ce qui est wide open science et communication scientifique. Donc, on rentre dans les clous, on va foncer, on va monter un partenariat avec eux et on va faire ce qu'il faut. Ça marche. Vous êtes en plein dedans, Laura. Là, vous surfez sur une belle vague. J'en suis certaine. J'adore la mer. Tu vas bien bronzer là de ta réussite. Non, j'espère vraiment. Je souhaite longue vie à Side Deep. Et donc, si j'ai bien compris, levée de fonds qui dit recrutement, qui dit levée de fonds dit potentiellement des recrutements aussi en fin d'année. C'est ça, Laura? Tout à fait. Donc, on réfléchit encore aux modalités de recrutement. Ça sera soit du temps plein, soit du temps partiel, soit même potentiellement de la presta. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on a quand même envie d'avoir des gens un peu, j'imagine, en tout cas, les gens que je connais dans cette salle virtuelle font partie de ce genre de profil. Des gens qui s'alimentent avec leur profession, qui ont fait de la recherche, qui soit ont fait autre chose, soit au moins ont envie de faire autre chose et ont quand même quelques capacités de le faire. Et essayer justement verbe dégueulasse, capitaliser sur ça pour avoir un joli petit réseau, une jolie petite équipe de gens qui évoluent à la fois dans d'autres domaines et à Side, et où on enrichit mutuellement les carrières. Génial. Ben, écoute, j'espère qu'avec Résalliance, tu vas pouvoir agrandir ton réseau parce que nous, on a beaucoup de docteurs, de jeunes docteurs, de doctorants qui nous suivent et j'espère qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui sont intéressés. Alors justement, c'est peut-être le moment de vous laisser allumer les caméras et de poser vos questions à Laura. Elle est là vraiment pour vous. On a, je crois, une 20aine de minutes pour ça. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Delphine, est-ce que tu es là? Tu es toujours avec nous, Delphine? Je vois qu'elle a mis, elle a mis ton lien LinkedIn, donc les gens peuvent te contacter, Laura. C'est bien ça, sur LinkedIn. J'ai aussi laissé mon email, celui de SideUp et puis le site, comme ça. Super. Les infos. Voilà, donc là, on a Delphine avec... Hello. Alors oui, je suis là. J'ai pu vous écouter que d'une oreille. J'ai dû prendre un appel client. Donc, je rattraperai le bout qui me manque sur notre chaîne YouTube. Mais en tout cas, génial. J'ai eu envie de répondre à plein de choses et je l'ai fait autant que possible dans le chat. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. Aimer le challenge, le risque. Asia, ça t'évoque quelque chose? Oh, oui, on adore ça, moi. Et Delphine et moi, on adore le risque. On peut en parler pendant des heures. Ah, alors attendez. Je m'éloigne trop de mon Wi-Fi.
Enfin voilà, là pour l'instant, j'ai pas spécialement de questions. J'ai juste envie de te dire un gros merci, Laura Joy. Tu m'as inspiré, donné la niaque avec tout ce que tu as raconté dans tous les pays du monde, plein de... Et c'est tout ce que j'adore. Donc merci. Et puis il me tarde de compléter et puis s'exprimer s'il y a des gens qui posent des questions. Ça coupe un petit peu. Ça coupe un petit peu. Ça coupe un petit peu, mais je pense que Assia et moi-même, et puis tout le reste de la salle, on arrive à fill in the blanks. Merci à toi, Delphine. Franchement, vous faites un projet magnifique. J'ai beaucoup dit à Assia, un peu moins à toi. Vous faites un projet super et j'ai hâte d'écouter la suite et potentiellement de voir comment on collaborera par la suite. Ah bah avec grand plaisir, hein, pour le coup. Effectivement, nous, ton but aujourd'hui, c'est quand même d'agrandir ton réseau. Et nous, si on peut booster ça, c'est avec grand plaisir, hein, avec Delphine. On ne sait pas trop. Enfin, je t'ai dit, hein, nous, on a aussi des idées. On a commencé aussi Reza Coaching, tu vois, pour coacher aussi des doctorants. On est en plein dedans cet été. Donc, on va coacher environ une dizaine de personnes cet été. Et puis, si ça fonctionne bien, potentiellement, il y a des projets pour la rentrée. Donc, je vous dis à vous, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, est-ce que vous avez des questions, les participants? Faites-nous un coucou, allumez votre caméra, on est là, n'ayez pas peur, Laura ne va pas vous manger. Je pense que tu impressionnes, Laura, aussi, tu vois. Enfin, tu as une belle personnalité et tu peux impressionner un petit peu. C'est gentil de dire. Mais on est sans défense devant la patrie. Je pense que c'est Milan Kundera qui disait ça. Je veux dire ça. Ça doit être ça, parce que là, pour le moment, personne n'ose poser la question. Coucou, est-ce qu'il y a des gens? Oui, Laura, elle en veut, mais elle a tellement raison. Alors, qui c'est qui nous dit ça? Delphine. Ah bah oui, Delphine. Bon, coucou, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'entends quelqu'un qui a allumé son micro. Oui, j'ai l'impression aussi. C'est Jasmine Busson, enchantée. Merci beaucoup Jasmine. pour cet appel. Oui, c'était vraiment intéressant. Bravo Laura Joy. J'aurais juste une question par rapport au user journey. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de témoignages de patients, si tu en as eu à travers SideDeep, comment ça se passe, les retours potentiels et l'impact aussi que SideDeep peut avoir sur le patient et sur le parcours patient en général. Oui, mais merci Jasmine. Déjà, Jasmine, on va pas se mentir, c'est ma compagne. Je ne savais pas du tout qu'elle allait soit être et encore moins poser une question. Alors... C'est trop mignon. Enchantée, Jasmine. La question est tellement pertinente. Déjà, je me sens voilà, under the spotlight. Et puis effectivement, c'est vrai que the user journey est importante. Alors, un patient, aujourd'hui, une patiente qui utilise SideDeep va déjà avoir accès à une base de données, notre base de données d'articles que vous, que moi-même, que tous les jeunes chercheurs, et puis pas jeunes d'ailleurs, si d'autres ont envie de participer, ont réécrit, ont soumis sur notre plateforme. Tout ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir des premiers articles, du premier contenu gratuit à des patients qui ont besoin d'informations relativement rapidement. Ensuite, on leur donne la possibilité de, commander d'autres articles, et puis deux, de contacter directement des chercheurs, des chercheuses, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est jusqu'au user journey. Ensuite, effectivement, on a des premiers témoignages qui sont, forcément, c'est gratifiant parce que ça donne envie de poursuivre et on se dit que, voilà, on ne le fait pas pour rien. On a par exemple une patiente, donc on a beaucoup de patients qui viennent avec certains troubles en particulier, donc tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est maladie psychiatrique, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est immuno-onco. Donc, on a vraiment tout ce qui est maternel aussi, pédiatrique. On a vraiment des catégories en particulier qui semblent inquiéter plus que d'autres. Et puis, en plus, on a quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est tout ce qui est parents experts. Donc, des parents d'enfants qui ont malheureusement galéré dans le parcours de soins classique, qui ont galéré à trouver un diagnostic, qui se sont retrouvés dans tout ce qui est ce qu'on appelle errance médicale, donc à errer avant de trouver des diagnostics, des traitements, tout ça, des pronostics aussi potentiellement, et du coup qui utilisent notre plateforme et qui nous en remercient. Et franchement, effectivement, Jasmine en est témoin tous les jours, c'est ce qui it keeps us going, et ça nourrit le moteur, ça alimente le moteur les jours où c'est plus compliqué parce que forcément, comme on disait tout à l'heure, on peut parler de risque, on peut parler de challenge comme tu disais Assia, mais effectivement dans le quotidien parfois c'est un peu frustrant, et puis avoir ce genre de retour, c'est super cool. Et l'idée effectivement à moyen terme de SideDeep, c'est de réussir à répondre à ces demandes de patients, à réussir à dire aux patients, aux patientes, on espère que vous êtes moins inquiets, inquiètes aujourd'hui. Si vous l'êtes encore,
vous propose vraiment, au-delà de la mise en contact avec des chercheurs, on peut même vous proposer construire des sortes de micro-bulles autour de vous, où on vous met en contact avec des médecins aussi, où on inclut des médecins, soit qui font aussi de la recherche comme toi, Hélène, soit qui sont sensibles à la recherche et du coup qui auront cette ouverture, entre guillemets. On met aussi en contact avec potentiellement tout ce qui est paramédecine, des thérapeutes, des physiothérapeutes, des psychothérapeutes, etc. Et on met même en contact avec des patients qui ont des symptômes, qui souffrent de symptômes similaires. Donc, on essaie vraiment de proposer tout un écosystème, un micro-écosystème, entre guillemets, à ces patients. Et puis, à côté de ça, à moyen terme, l'idée, c'est de réussir à proposer aux chercheurs, chercheuses susceptibles d'être intéressés par ça, d'avoir de l'impact plus rapide, même si, donc de fonctionner comme je le souhaite depuis un moment, à double vitesse, donc de faire de la recherche et en parallèle, d'utiliser un petit pourcentage de leur temps à formuler cette recherche, à l'expliquer à des patients. Et puis, de nouveau, je reviens sur cette idée d'arrondir les fins de mois, parce que je fais partie de ceux qui trouvent absurde qu'on soit aussi mal payé en recherche. Et oui, là, tu soulèves un point sensible, Laura. Effectivement, un doctorant aujourd'hui ne gagne pas beaucoup, 1,3 peut-être SMIC, 1,3 fois le SMIC, c'est pas beaucoup. Et ça va pas beaucoup mieux avec le temps. Et ça va pas beaucoup mieux avec le temps. Mais bon, c'est comme ça. Et justement, si SciDeep peut booster un peu, apporter un petit complément de revenu, à mon avis, pour les doctorants, c'est du bienvenu, surtout si on aime la rédaction médicale, si on aime… Puis ton projet, il est génial quand même. On parle de patience, c'est quelque chose qui est très, très humain avant tout. Et j'avais une question, Laura. Tes patients, comment ils découvrent SciDeep? Qui leur en parle? Oui, donc effectivement, pour l'instant, comme on n'a pas levé de fonds, on a vraiment fonctionné de bouche à oreille, ce qui est hyper limité, mais on constate quand même qu'on a un petit pouvoir organique puisqu'on a environ 2000 utilisateurs mensuels, donc ce n'est pas négligeable. Ensuite, la deuxième chose qu'on a commencé à établir, ça commence, j'aime dire timidement, mais au final, c'est moins timide que ce que… Enfin, je réalise qu'on a de plus en plus de partenariats, c'est en établissant des partenariats avec des hôpitaux, avec des cliniques privées potentiellement, avec des centres de soins, avec des assos de patients. Donc, c'est tout un tas d'entités et d'institutions qui ont envie, en fait, qui parlent à des patients et qui savent que les patients ont besoin de réponses et à qui souvent ça coûte de ne pas avoir ces réponses. Donc, on arrive, on leur dit, voilà, on établit un partenariat. À chaque fois que vos patients ont des questions, redirigez vers nous. C'est plus ou moins ce qu'on fait. Et on commence à avoir une petite dizaine de partenariats en France, au Liban, au Canada, aux États-Unis. Et comme je disais, ça commence timidement, mais l'idée, effectivement, quand on lève des fonds à la fin de l'année, c'est d'avoir un petit budget qui nous permettrait d'établir des partenariats plus importants avec toutes ces instances qui nous aideraient à diffuser aux patients. J'ai une question pour toi, Laura, mais je vais d'abord poser la question de Déborah et arrêter de trop parler. Elle te dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, à notre échelle? Alors, Déborah, il faut que tu nous expliques, est-ce que tu es doctorant, jeune docteur, te présenter. Je travaille dans la recherche à Gustave Roussy sur le mélanome. Est-ce qu'on peut mettre en contact? Est-ce qu'on peut mettre… Alors, peut-être que Déborah n'a pas suivi tout ce que tu as dit, mais il me semble que oui, Laura, tu vas lui répondre. Comment elle entre en contact avec toi? Je pense que tu l'avais dit tout à l'heure. Oui, j'allais dire déjà avec joie parce qu'on se connaît avec Déborah, on a fait le même master à Strasbourg. Donc avec joie tout simplement pour reconnecter et effectivement on cherche un max de contacts et on est à un stade où réseauter c'est tout ce qu'il nous faut. Donc oui, donc souvent nos interlocuteurs vont être soit des directeurs, des gens qui sont à la tête du centre, soit les gens, si les centres ou les hôpitaux ont des chargés de com, les chargés de com. Donc, si tu veux, Déborah, on peut se faire un petit call, toi et moi, pour en discuter rapidement. Mais oui, avec joie. Et c'est clairement quelque chose qu'il nous faut à ce stade. Bon, Déborah, il faut vite contacter Laura et discuter avec elle. Elle est géniale. Tu la connais déjà, de toute façon, moi, j'ai rien à dire. Vous vous connaissez déjà. Laura, j'ai une question pour toi parce que, tu sais… entreprendre, c'est prendre des risques et ça fait peur un peu pour beaucoup de gens. Il y a peut-être des gens qui ont envie, mais ils se disent, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas, etc. Et puis vraiment, est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parce qu'au final, tu as envie d'avoir une vie stable, quoi, un salaire, je ne sais pas, tu vois. Et c'est vrai que la question que je me pose, c'est comment tu te rémunères toi aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à rentrer un salaire? Et puis 2, à quoi ressemblent tes journées? Est-ce que tu peux me décrire une journée de Laura Joy dans SciDeep, quoi, qu'on voit à quoi ça ressemble?
Ouais, j'avoue, c'est deux questions super cool. Pour le côté rémunération, je pense que c'est pour les deux, en fait, c'est ce côté instable, entre guillemets, où il faut savoir qu'à un moment, il va y avoir des rentrées plus importantes qu'à d'autres et que du coup, il ne faut pas dépenser tout ce qu'on a un mois parce que c'est beaucoup et puis sachant que le mois d'après, il y aura potentiellement rien. J'ai eu la chance, effectivement, de travailler sur plusieurs choses en même temps. Sur plusieurs projets. Là, j'ai encore un salaire fixe, celui de maître de conférence. Malheureusement, c'est en libanais. Je ne sais pas si Eh vous oui. voyez. Il y a Eh une oui. monétaire, une déliquescence terrible, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai aussi travaillé en tant que consultante, c'est quand même relativement bien payé. J'ai aussi beaucoup, enfin, je travaille sur des missions ponctuelles et je suis ouverte d'ailleurs à des missions et pas potentiellement, j'en partage parfois aussi parce que j'aime bien ne pas travailler seule sur certaines choses. Donc des missions qui font rentrer ponctuellement de l'argent. Et puis à côté de ça, enfin, j'en profite puisque Jasmine est là pour dire que je travaille aussi depuis quelques temps avec un fonds d'investissement qui s'appelle Globivest, qui en fait investit vraiment qui est secteur agnostique. Donc, c'est un fonds d'investissement qui investit dans tout un tas de boîtes, de startups diverses et variées, qui est tenu justement par Jasmine avec qui on monte depuis à peu près 2 petites années un portefeuille justement axé santé, donc tout ce qui est life science, health tech, biotech, et on investit des petits tickets dans ce genre de boîte. Donc là aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, d'investir dans des petites boîtes, des tout petits tickets, chacun à la taille que ça intéresse, dans des startups, avec au final des retours intéressants quand retour il y a. Donc là aussi, c'est de l'appétence pour le risque. Là, pour le coup, c'est même pas un challenge, c'est vraiment que du risque. Mais 100% risque. Ok, d'accord. mais pour le coup, pareil, enfin, souvent, au final, c'est des risques qui payent. Ouais. Après, ça dépend. Quand on a la chance d'être conseillé par quelqu'un comme Jasmine, ça marche bien. Dans d'autres cas, je ne sais pas. Mais au final, c'est une sorte de puzzle où je sais que parfois, il y a beaucoup, parfois, il y a de bonnes rentrées, parfois pas. Je joue avec. Il faut être prudent, quoi. Il faut pas voilà, être trop dépensier. Il faut faire attention comme le risque. Enfin, il se peut que le mois prochain, tu n'aies pas grand-chose. Donc, enfin, bref, il faut vraiment bien gérer son budget. Exactement. Il faut savoir il faut savoir ce qu'on a envie pour son lifestyle. Enfin, j'aime bien plusieurs choses que je sais qu'il faut que je me débrouille pour réussir à les payer. Et il faut aussi savoir à quel point, enfin, il y a toujours de l'alimentaire qu'il faut glisser quelque part au final. Sachant qu'en France, il y a quand même pas mal d'aides du gouvernement pour tout ce qui est monter une start-up. Il y a aussi, il y a des aides qui sont assez intéressantes, qui sont à la fois individuelles et pour la boîte. Il y a tout ce qui est crédit impôt recherche aussi, auquel on est pas mal éligible en tant que docteur ou jeune docteur, ou même doctorant d'ailleurs. Donc, il y a quand même pas mal de processus auxquels on est éligible qui aident tout simplement. Et puis, pour répondre à l'autre question, la question du quotidien, franchement, il y a rien de figé, ça ressemble à tout et n'importe quoi. Souvent, l'idée, c'est quand même de faire, enfin, surtout ces 2 dernières années, jusqu'à il y a 3 mois, j'étais dans un cabinet conseil, donc je travaillais le soir sur SideDeep. Maintenant que j'ai plus de temps, je jongle entre mes étudiants à la fac et le projet SideDeep. Et c'est au final, je dirais, un 50% de temps à l'ordinateur, à faire de la documentation, à monter des documents, à gérer de l'administration, de l'opérationnel, etc. Et 50% du PR, rencontrer des gens, appeler des gens, faire des collaborations, etc. Donc, c'est vraiment du 50-50 pour le projet lui-même, je dirais. Et ça peut varier, c'est pas 50-50 la journée. Il y a des jours où j'essaie de dégager du temps pour être vraiment à fond devant mon ordi à bosser. Et d'autres jours où je peux avoir 12-13 appels. Donc, Génial. Mais du coup, Laura, tu travailles un peu seule, si j'ose dire. Tu es un petit peu. Comment ça se passe avec ton collègue? J'imagine, vous vous voyez ou il y a quand même une part de solitude un peu qu'il faut savoir gérer? Avec Alexandre, on est quand même, enfin, Alexandre est sur Paris, donc on arrive quand même à se voir assez régulièrement, assez souvent, plutôt que régulièrement. Rien n'est très régulier, comme vous l'avez compris, mais assez souvent. J'essaie aussi personnellement d'être sûre que je rencontre au moins quelques fois ponctuellement les personnes avec qui on travaille. Donc Valentine, par exemple, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques semaines et on s'est rencontrés assez rapidement sur Paris lors d'un de ses passages à Paris. Et on a une petite équipe qui grandit de 5, 6, 7 personnes, notamment Valentine, où l'idée, c'est effectivement de commencer
par une forme de volontariat, de bénévolat carrément si on a envie de dire, et puis de progresser sur une formule plus intéressante et où on peut rémunérer en fonction de KPIs et en fonction de notre levée de fonds. D'accord. Et du coup, on peut travailler avec toi de n'importe où du monde finalement. N'importe où, surtout que j'aime bien voyager, donc au final, voilà. Bon, en gros, j'ai bien compris que c'est très stimulant. Aucune journée ne se ressemble et tu dois gérer ton timing et tu dois gérer tout ça et rencontrer du monde. Chaque fois, tu rencontres, j'imagine, des gens différents et c'est ça qui est hyper, hyper stimulant. Déborah te dit, je dois vous laisser. Bah, coucou Déborah, hein, mais elle va te contacter très vite. Hein. Une question de Chama, une petite question peut-être pour terminer, Laura. Chama qui te dit, est-ce qu'il s'agit de présenter des études déjà publiées ou bien en cours de réalisation? Merci Chama, effectivement, c'est déjà publié. C'est hyper important. L'idée, c'est qu'en fait, notre comité éditorial ne va pas repasser par la méthodo, ne va pas valider la science derrière le papier, va simplement va se contenter, entre guillemets, après c'est quand même relativement lourd comme charge au final, mais va se contenter de voir, de s'assurer que le langage, les formulations sont accessibles au grand public, mais spécifiquement à des patients, et à côté de ça, que le contenu est fidèle au contenu du papier d'origine. Effectivement, il faut que ce soit... Bien sûr, et je reprécise, si jamais certains n'ont pas compris, ce n'est pas forcément des études qu'on a publiées nous-mêmes. Enfin, tu vois, ça peut être quelle étude, notre domaine, notre discipline, quoi. On est d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. En général, les gens aiment bien publier leurs propres travaux, mais effectivement, souvent, c'est intéressant si c'est quelque chose que son laboratoire, qu'un collaborateur, ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui travaille dans le même domaine. C'est vraiment complètement possible. Et c'est cool parce que ça permet souvent les auteurs d'origine sont hyper contents de voir que quelqu'un est allé réécrire leur papier. Et du coup, ça leur permet de se rencontrer. On a vu ça plusieurs fois. Et franchement, c'est cool. Ça augmente le côté réseautage que j'aime bien. Et ça permet aussi de publier plus rapidement parce que souvent, typiquement, un doctorant en première année, deuxième année, surtout en France, ne publie pas des papiers en premier auteur. Du coup, ça donne tout de suite la visibilité. Et aujourd'hui, à la fois pour des postes classiques de CNRS, d'INSERM ou de chercheurs partout dans le monde, ou pour des postes partout ailleurs, dans le privé, c'est quelque chose qui est recherché, de voir si on sait communiquer, etc. Donc, typiquement, c'est un truc assez cool à mettre sur son CV. Donc, absolument. Mais c'est génial ce que tu racontes. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça apporte même de la visibilité pour les doctorants, jeunes docteurs, post-doc, finalement, parce que tu as un réseau et tout ce qui va être publié va être visible au sein de ton réseau de scientifiques et de chercheurs. Donc, clairement, c'est de la visibilité aussi pour les chercheurs. Et ça, c'est super important. Pour la suite même de la carrière, si on cherche des opportunités, ça peut déclencher des choses. N'est-ce pas, Laura? Assez honnêtement, je trouve que tu vends trop bien tout. Du coup, à partir de maintenant, chaque fois que j'ai un call, tu viens avec moi. Ah, mais grave, amène-moi où tu veux. Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais amène-moi où tu veux. Si je peux comme ça, 5 minutes. Tu me briefes et c'est bon, moi, tu m'amènes sur un truc et je te le vends. Je vends tout, moi. Moi, je suis dingue, moi. Déborah, je dois vous laisser. Bon, Déborah est partie. Merveilleux crédit impôt recherche. Delphine est dans le crédit impôt recherche. Laura, si ça t'intéresse d'avoir des infos, elle est expert là-dessus. Chama, merci pour ta question. Ben, écoutez, il est 13h55. Si vous n'avez pas d'autres questions, il vous reste quelques minutes pour interpeller Laura Joy. Après, Laura, elle est repartie dans son boulot à fond. Alors, mille merci les filles, nous dit Delphine, avec grand plaisir. Merci à tous les participants pour vos questions. Bon, c'est super. Merci à toutes les deux, Delphine et Assia, et un gros merci spécial à Assia parce que c'est tellement agréable d'échanger avec toi. C'est juste attention, Jasmine, elle va être jalouse. Fais gaffe. Je plaisante. Bon, Jasmine, c'est pas tout, mais moi, je l'aime beaucoup, Laura. Donc, je vais en prendre soin aussi. Elle fait partie de mon réseau et c'est important. Moi, le but, c'est de te mettre en contact aussi avec les gens. Si je peux faire quoi que ce soit, ou Delphine, si on peut faire quoi que ce soit pour SciDeep, nous, on est super fans. Voilà, on te le dit, on est cash. Déjà, je vois que Delphine a laissé un commentaire. Elle aussi est jalouse, on dirait. Oh là 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 là. Delphine, oula, j'avais oublié qu'il y avait Delphine encore connectée. Je pensais qu'elle était partie. Non. Non, Delphine, t'es ma partenaire. De feu, de flamme, de tout. Et en plus, je pense que ça nous permet effectivement de finir. On a parlé de l'appétence pour soit le challenge, soit le risque. Mais je pense qu'une autre chose hyper importante quand on entreprend, c'est tout ce qui est réseautage. Surtout, malheureusement, c'est encore d'actualité, surtout quand on est jeune femme en sciences aujourd'hui. Ça reste hyper important de collaborer, de s'entraider. Donc, pareil, si je peux vous aider de quelque façon que ce soit, dès que SciDeep et une plateforme plus intéressante, je n'hésiterai pas à vous booster avec
avec toute la bonne volonté du monde. Et franchement, n'hésitez pas. Je pense que c'est hyper important aussi de pouvoir s'entraider. C'est comme ça qu'on évolue. C'est génial. Ben, écoute, ça sera peut-être le mot de la fin, Laura. Je pense que, à moins que tu aies autre chose à dire à tous les gens qui nous écoutent, mais je pense que c'est vraiment le réseau à fond. Profitez de Laura tant qu'elle est là. Vous avez ses contacts. Si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'elle propose de belles opportunités. On est certain que ça va fonctionner pour elle. En tout cas, je croise les doigts.